Commencer. Alors, bonjour et bienvenue à notre atelier aujourd'hui. Je m'appelle Jolene Urtubise, je suis la bibliothécaire de la réussite scolaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Nathalie Léonard, la bibliothécaire de recherche de droit, et de Leanne Butler, la bibliothécaire responsable de la communication savante et l'administratrice de recherche UO. Aujourd'hui, nous allons couvrir le processus de soumission de votre thèse à Recherche UO. Nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à nous joindre aujourd'hui. Pour nous aider à gérer la session, nous vous demandons d'utiliser la fonction chat pour poser vos questions. Nous prendrons les questions à la fin, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure et nous y répondrons à la fin de la session. La transcription en direct de cette session est activée et l'atelier sera enregistré et mis à votre disposition. Nous allons partager un sondage vers la fin de la session, mais je vais aussi mettre le lien dans le chat maintenant. Pour recevoir l'enregistrement et les diapositives, nous vous demandons de fournir votre adresse courriel à la fin du sondage. Alors, nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui et nous espérons que cette session vous sera utile. À la fin de la séance d'aujourd'hui, vous serez en mesure de comprendre les principales étapes du processus de soumission d'une thèse à Recherche UO, créer un fichier de thèse qui répond aux exigences et surtout, sachez vers qui vous pouvez vous tourner pour obtenir de l'aide supplémentaire. La session d'aujourd'hui sera divisée en 4 sections principales où nous discuterons un aperçu du processus de thèse post-défense, comment préparer votre fichier de thèse, comment soumettre votre thèse dans Recherche UO et comment faire le suivi de cette soumission. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par juste un petit sondage rapide. S'il vous plaît, mettre votre réponse dans le chat. Quel est le pourcentage de thèses qui sont retournées aux étudiants la première fois qu'ils les soumettent à Recherche UO? Est-ce que c'est A, 30 B, 50 C, 70 ou D, 80 Alors, quand je regarde dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de suggestions pour C et pour D. Ce sont en effet D. 80 des étudiants qui voient leur thèse retournée et doivent apporter des modifications à leur fichier avant que leur soumission soit approuvée. OK. Commençons par un rapide aperçu du processus de thèse post-défense. Cela vous donnera une meilleure idée de ce que vous devez vous attendre au cours de ce processus. La soumission de la thèse ne commence que lorsque vous avez soutenu votre thèse avec succès. Alors, félicitations pour la réussite de votre défense de thèse. Après avoir soutenu avec succès votre thèse, vous aurez 30 jours pour la soumettre. La bibliothèque examinera ensuite la soumission pour s'assurer qu'elle répond à toutes les exigences. Si vous faites partie des 80 d'étudiants, vous recevrez un courriel de l'équipe de recherche UO qui détaillera toutes les corrections nécessaires. Vous apporterez ces corrections et remplacerez ensuite le fichier de soumission par la version révisée. Cela peut se produire plus d'une fois en fonction de votre situation particulière. Une fois que vous aurez rempli toutes les conditions, la soumission sera réussie et vous recevrez un lien permanent vers votre thèse. Nous espérons aujourd'hui rendre ce processus encore plus simple et facile pour vous. Après la session d'aujourd'hui, vous aurez une meilleure compréhension des conditions de soumission de la thèse et pourrez vous assurer que vous les remplissez avant de la soumettre. Nous espérons qu'après aujourd'hui, votre processus ressemblera à quelque chose comme ceci. Vous devrez toujours soumettre votre thèse dans les 30 jours suivant votre soutenance et la bibliothèque examinera votre soumission pour s'assurer que toutes les exigences sont remplies. Cependant,
Comme vous avez tenu compte de ces exigences, vous pourrez directement soumettre votre thèse avec succès. Les 3 points clés sur lesquels nous voulons nous concentrer aujourd'hui pour nous assurer que ce processus est aussi facile que possible pour vous sont les suivants. Comment préparer votre fichier de thèse en respectant les exigences en matière de fichier, l'accessibilité des documents et les droits d'auteur? Comment soumettre votre thèse et comment faire le suivi de l'état de votre soumission? Nous nous lancerons immédiatement dans la préparation de votre thèse. Tout d'abord, pourquoi le formatage est-il important? Il y a une variété de raisons différentes pour lesquelles ces exigences sont en place, y compris les meilleures pratiques, les politiques universitaires, etc. Mais en plus de cela, elles sont très importantes pour le programme Thèse Canada de Bibliothèque et Archives Canada. Grâce à ce programme, Bibliothèque et Archives Canada recueille et préserve des thèses des universités participantes, ce qui permet d'assurer la préservation à long terme et la possibilité de découvrir ces thèses. Ce programme saisit et collecte des thèses par le biais d'un processus automatique et pour que ce processus fonctionne correctement, il utilise les exigences de formatage et de dénomination présentées ici aujourd'hui. Donc, si ces exigences ne sont pas respectées, votre thèse ne peut pas être capturée et préservée. Vous pouvez également voir des exemples d'autres thèses de votre faculté ou de votre département en consultant la collection de thèses de recherche UO. Passons donc directement aux exigences spécifiques du fichier que vous êtes tenu de respecter. La première chose que nous allons examiner est la page titre. Votre thèse commence donc par une page titre et il existe certaines exigences concernant son apparence et son contenu. Ici, à droite, nous pouvons voir un exemple de page titre de thèse correctement formatée. Elle contient les éléments traditionnels comme le titre, nom de l'auteur, faculté, département, droit d'auteur, etc. Vous pouvez également télécharger un modèle de page titre formaté si cela vous intéresse. Il se trouve sur le site web Recherche UO, que nous vous montrerons un peu plus tard dans la session aujourd'hui, mais j'ai mis un lien au bas de cette diapositive aussi. 2 choses que je voudrais souligner. Le nom sur la page titre doit être votre nom complet tel qu'il apparaît dans EOCampus. Donc, si vous souhaitez modifier la façon dont votre nom apparaît, vous devez contacter le registraire par InfoService. Deuxièmement, vous devez inclure une déclaration de droit d'auteur indiquant l'année de votre soumission en ligne à Recherche UO. Nous allons maintenant nous concentrer sur la pagination. La première chose que je mentionnerai est que votre fichier de thèse ne doit pas comporter de pages blanches. Nous venons donc de voir une page titre correctement formatée. Votre page titre compte comme une page, mais comme vous l'avez peut-être remarqué, aucun numéro de page n'est indiqué sur la page titre. Vos numéros de page commenceront sur la deuxième page de votre document, le résumé, par un chiffre romain 2. Vous continuerez sur chacune des pages suivantes, les remerciements, les tables de matière, etc., avec des chiffres romains consécutifs. Une fois que vous aurez atteint la première page de votre premier chapitre ou introduction, vous passerez au chiffre arabe. La première page de votre premier chapitre apparaîtra comme page 1. Vous continuerez sur chacune des pages suivantes avec des numéros arabes consécutifs. Enfin, assurez-vous de mettre à jour votre table de matière afin de refléter avec précision les chiffres romains et arabes. Ensuite, le format du fichier. Lorsque vous soumettez votre thèse, elle doit être présentée sous la forme d'un seul document PDF. Nous vous recommandons fortement de convertir et de soumettre votre document au format PDF A si possible, car cela facilitera la préservation et l'accessibilité à long terme. Vous pouvez inclure des fichiers supplémentaires pendant l'étape de téléchargement des fichiers de la procédure de soumission.
Il s'agit donc de tous les fichiers supplémentaires qui soutiennent votre thèse, par exemple les ensembles de données. Ceux-ci peuvent être téléchargés dans d'autres formats. Le nom du fichier est le suivant. Il existe donc une convention spécifique de dénomination des fichiers qui doit être respectée pour votre fichier PDF. Il devrait apparaître sous la forme suivante: nom de famille, trait de soulignement, prénom, trait de soulignement, année, trait de soulignement, thèse.pdf. Encore une fois, le nom de votre fichier de thèse doit inclure votre nom complet tel qu'il apparaît dans YoCampus. Et donc, si vous souhaitez changer la façon dont il apparaît, vous devez contacter le registraire par le biais d'InfoService. Il y a certains caractères qui ne peuvent pas être inclus dans le nom de votre fichier. Vous ne pouvez pas inclure les diacritiques, les ponctuations, les apostrophes et les symboles autres que les traits de soulignement. Si votre nom comprend l'un de ces caractères, vous devez les supprimer du nom du fichier. Ils peuvent être inclus dans votre nom sur la page titre, mais ne peuvent pas être présents dans le nom du fichier. Enfin, l'année doit être celle de votre soumission en ligne à Recherche.io. Et donc, dans cet exemple, nous avons Haverhill, trait de soulignement, Jeanette, trait de soulignement, Anne, trait de soulignement, 2021, trait de soulignement, thèse.pdf. La dernière chose que je vais mentionner rapidement aujourd'hui est liée à la présence de renseignements personnels. Une fois que la soumission de votre thèse est acceptée, elle sera librement disponible en ligne par le biais de Recherche.io et du programme de Bibliothèque et Archives Canada. Et par conséquent, nous voulons nous assurer que vous ne partagez pas de renseignements personnels avec le public. Pour protéger votre vie privée et celle des autres, n'incluez aucune information personnelle dans votre fichier de thèse. Veuillez supprimer toute signature. Il peut y avoir des signatures dans des formulaires, des annexes, etc., et elles doivent être supprimées. Les numéros d'étudiants, les numéros de téléphone personnels, les adresses de courriel personnelles, y compris votre adresse de courriel étudiante à l'Université d'Ottawa ou celle de vos collègues étudiants, et les adresses postales. Cela ne s'applique pas aux coordonnées professionnelles des professeurs, etc., mais uniquement aux renseignements personnels. C'est donc tout pour moi et j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Nathalie qui va vous donner des conseils supplémentaires sur l'accessibilité et le droit d'auteur. Oui, merci, Jolene. Alors, permettez-moi de partager mon écran à mon tour. Voilà. Et un petit clic juste ici. Collaborer. Et voilà, super. Alors, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous parler d'accessibilité et de vous montrer comment c'est facile de rendre un document Word accessible. Alors, pourquoi rendre les documents accessibles? Bon, le PowerPoint ne veut pas collaborer. Ah, voilà. Alors, pourquoi rendre vos documents accessibles? Alors, je suis certaine que vous avez remarqué, comme moi, qu'il y a de plus en plus de documents qui sont disponibles en ligne. Alors, ça veut dire qu'il est encore plus important de les rendre accessibles au plus de gens possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'accessibilité? Alors, l'accessibilité, pour moi, ça veut dire que toutes les personnes peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec une information électronique. Alors, par exemple, il y a de nombreuses personnes souffrant d'un handicap visuel qui utilisent des lecteurs d'écran qui lisent à voix haute les informations affichées à l'écran, telles que les descriptions de texte ou d'images fournies par le biais d'un texte alternatif. Donc, on doit tenir compte de cette situation-là. Un document Word, un document PDF accessible, ça veut dire qu'il est formaté de manière à ce que les technologies d'assistance dont je viens de parler puissent traduire avec précision l'information de l'utilisateur afin qu'il soit accessible à tous.
Alors, ça veut dire qu'il est facile à modifier, à parcourir et qui peut être utilisé de différentes manières par le plus grand nombre d'utilisateurs. Deuxième raison pour créer un document accessible, c'est qu'en 2005, il y a la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario de 2005 qui est entrée en vigueur. Alors, cette loi a eu un impact. L'impact pour l'Université d'Ottawa, c'est que maintenant, elle doit fournir ou elle doit rendre tout le contenu de ses sites Web, y compris les documents électroniques tels que ceux que vous soumettez dans Recherche UO, en format accessible. Donc, pour toutes ces raisons, si vous planifiez, formatez et structurez correctement votre document dès le départ, vous vous assurez que le fichier est non seulement accessible, mais qu'il peut également être converti dans une variété de formats alternatifs, par exemple en PDF, en braille, et vous allez conserver donc toutes les caractéristiques d'accessibilité. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ou qu'est-ce que cela implique de rendre un document accessible? Alors, il y a plusieurs étapes. Alors, la première, c'est à vous de jouer et d'incorporer dans votre document différentes fonctions d'accessibilité. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je vais partager avec vous celles qui sont considérées comme faisant partie des meilleures pratiques. Alors, la première, vous le voyez à l'écran, c'est dans votre thèse, c'est qu'on vous demande d'utiliser des titres ou des sous-titres et de les formater avec un format prédéfini. Alors, et d'utiliser aussi des listes à puces. Tout ça afin de préserver l'ordre de lecture du document, afin qu'une personne qui utilise un lecteur d'écran, par exemple, puisse facilement naviguer dans le document. Alors, le lecteur peut se faire une idée claire de comment est organisé, structuré votre document et mieux suivre l'information. Deuxième caractéristique que vous pourriez considérer, c'est l'ajout de texte pour tout contenu visuel que vous présentez dans votre thèse. Alors, vous avez sûrement remarqué quand vous naviguez sur le web et que vous êtes en train de regarder une image, si vous mettez votre curseur de souris sur une image, il y a un texte qui va apparaître. C'est ce qu'on appelle le texte alternatif. Alors, le fait que l'auteur du document que vous regardez ou vous, dans votre thèse, vous ajoutiez un texte alternatif à votre image, cela va permettre au lecteur d'écran de lire une description de vos éléments visuels. Donc, ça aide les personnes qui ne peuvent pas voir l'écran à comprendre ce qui est important dans l'image. Et lorsqu'ils cliquent ou ils font juste regarder l'image, ils savent ce qui se passe, ce qu'ils regardent. Une troisième caractéristique que vous devriez considérer, c'est la taille de police et l'espacement. Alors, on recommande d'utiliser une police de caractère simple, familière et lisible. Concrètement, ça peut vouloir dire, on recommande donc d'utiliser une taille de police minimale de 12, d'éviter les polices décoratives comme Cambria, mais plutôt de favoriser Arial, Times New Roman, Calibri, Verdana, et aussi d'utiliser un espacement adéquat pour aligner ou améliorer la lisibilité du texte. Alors, pensez aux personnes souffrant d'une mauvaise vue ou d'une vision défaillante ou d'un handicap de lecture quelconque qui ont besoin d'un texte clair, simple et dont la police de caractère est assez grande pour être facile à lire. Une autre caractéristique à considérer, c'est l'utilisation de la couleur, oui, d'une manière appropriée. Alors, assurez-vous que votre document présente un contraste suffisant entre le texte et l'arrière-plan. Plus de personnes ainsi pourront voir et utiliser le contenu de votre document. Alors, pensez aux personnes, aux utilisateurs daltoniens. Ça va les aider à distinguer le texte et les formes. Pardonnez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Une autre caractéristique à considérer pour ajouter à votre document, c'est pas pour ajouter, mais c'est pour utiliser plutôt un vérificateur d'accessibilité afin de vous assurer que votre document est bien accessible. Alors, ce vérificateur d'accessibilité, c'est comme un correcteur d'orthographe. Alors, vous l'activez
et immédiatement, il y a un rapport qui est produit à la droite de votre document qui vous indique qu'il y a certains éléments qui pourraient être améliorés afin d'améliorer l'accessibilité de votre document. J'ajouterais peut-être une dernière petite caractéristique qui n'apparaît pas ici, mais que vous pourriez considérer, et c'est le fait d'utiliser un texte de lien hypertexte explicite. Alors, on voit souvent beaucoup de documents où il y a du texte qui vous explique certaines choses et ça dit, par exemple, si vous voulez en savoir plus, cliquez ici et vous voyez un lien URL ou pour en apprendre plus ou rendez-vous là-bas, cliquez. Alors, pour les lecteurs d'écran, c'est pas très intéressant parce qu'en fait, ils vont juste lire le lien et c'est tout. L'utilisateur n'en apprendra pas plus. Il ne saura pas s'il clique sur le document à quoi il va s'attendre. Alors, on vous suggère plutôt d'utiliser une expression naturelle, une phrase, et rendez cette phrase, cette expression, comme un lien plus accessible afin qu'il soit beaucoup plus utile. Alors, c'était donc les principales caractéristiques d'accessibilité que vous devriez considérer à ajouter à votre thèse. Donc, tout ça, ça constitue, l'étape numéro 1. Étape numéro 2, une fois que vous avez ajouté, incorporé des caractéristiques accessibles à votre document, il faut le convertir en PDF accessible. Alors, nous avons ajouté ici 2 liens vous expliquant plus en détail comment faire. Étape numéro 3, une fois que vous avez converti votre document en PDF accessible, parfois, dans le processus, pour des raisons quelconques, il y a des éléments qui disparaissent. Alors, ce serait une bonne habitude de vérifier encore une fois l'accessibilité de votre PDF grâce à ces ressources mentionnées ici, qui vous expliquent en long et en large comment vous pouvez faire cela. Euh, Permettez-moi, vu que j'ai un peu de temps avec vous aujourd'hui, de vous parler euh, de droit d'auteur et de son impact sur le contenu de votre thèse. Alors, bien que vous soyez titulaire des droits d'auteur de votre thèse, cette propriété s'applique seulement sur le contenu que vous avez créé et pour lequel vous avez toujours les droits d'auteur. Toutefois, si vous reproduisez le contenu d'un tiers créé par d'autres auteurs ou avec d'autres auteurs, ou si vous avez cédé les droits d'auteur à un éditeur spécifique, alors le contenu, en fait, ne vous appartient pas. Donc, il est très, très, très important que vous obteniez la permission d'utiliser ces documents. Alors, vous devez vous assurer que vous respectez donc la loi canadienne en matière de droit d'auteur et que vous suivez certaines règles pour garantir que vous utilisez le matériel de manière appropriée. Donc, si j'en reviens à l'utilisation de contenu créé par d'autres auteurs, vous devez obtenir leur permission par écrit et vous devez conserver ces permissions juste au cas où il y aurait un questionnement face à cela de la part de l'université. Euh, Autant que possible, essayez d'obtenir ou d'utiliser des alternatives et des exceptions au matériel protégé par le droit d'auteur. Oh, pardon, je vais reculer. Je suis allée un petit peu trop vite. Voilà, non, j'étais ici. Voilà, pardon. Voilà. Donc oui, autant que possible, essayez d'utiliser des alternatives. Donc, utilisez votre propre travail. Utilisez un travail du domaine public, donc qui n'est pas soumis au droit d'auteur, ou utilisez un contenu ouvert, donc qui est libre d'utilisation et qui est exempt des restrictions habituelles en matière de droit d'auteur. Euh, N'oubliez pas que le droit d'auteur s'applique au texte, mais également à tout élément que vous allez incorporer dans votre thèse, soit une image, une photo, un tableau, un graphique, un diagramme, une carte, etc. Donc, vous devez appliquer les règles de droit d'auteur à cela. Si vous incluez dans votre thèse des articles que vous avez publiés ou qui ont été soumis pour publication,
Ne supposez pas que détenez les droits d'auteur sur la version finale publiée. Encore une fois, si ces articles ont été écrits avec plusieurs auteurs, vous devez obtenir leur permission. Et ensuite, vous devez vérifier les politiques sur le droit d'auteur ou les conditions de la licence de la revue dans laquelle vos articles ont été publiés ou seront publiés avant de les inclure dans la version finale de votre thèse. Alors, la majorité des éditeurs vont vous autoriser à inclure la version qu'on appelle post-publication d'un article, c'est-à-dire la version définitive certifiée par les pairs, évaluée par les pairs, et non pas la version formatée par l'éditeur. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site web de votre éditeur ou référez-vous à votre contrat d'édition pour en apprendre un peu plus. Et finalement, j'aimerais aborder ce qu'on appelle une licence Creative Commons. Alors, parce que ça s'applique également à vos thèses. Alors, il est de plus en plus courant de voir des thèses qui sont en libre accès sous une licence Creative Commons ou CC. Alors, en tant que droit d'auteur, vous pouvez mettre votre thèse en libre accès, mais il n'y a aucune obligation. C'est vous qui faites le choix. Une licence CC, Creative Commons, alors c'est en fait un moyen simple et légal d'autoriser d'autres personnes à utiliser votre travail pour autant qu'elles respectent les conditions de la licence. Vous demeurez le titulaire. Vous êtes toujours l'auteur. Ben donc, ça permet à d'autres utilisateurs de baser leur travail sur le vôtre et de rendre tout ça public. En fait, il existe environ 6 licences Creative Commons qui vont de la moins restrictive, alors où les utilisateurs sont libres de partager, de développer, de remixer, de retravailler votre travail tant qu'il indique que vous êtes l'auteur, jusqu'à une licence qui est très restrictive où les réutilisateurs sont autorisés à copier et à partager votre travail, mais sans y faire aucune modification. Et surtout, c'est non pas pour des fins commerciales. Alors, encore une fois, pour tout ce qui est du droit d'auteur, licence Creative Commons, vous pouvez vous rendre sur le site web de recherche UO pour en apprendre un peu plus. Alors, permettez-moi de quitter cette présentation PowerPoint et d'ouvrir ce document Word. On a vu ce document tout à l'heure, la page titre que vous voyez ici. Je veux tout simplement revenir sur les différentes caractéristiques d'accessibilité que je viens de mentionner avec vous, juste pour vous les montrer. Peut-être si vous êtes visuel comme moi, ça va vous parler un petit peu plus. Alors, permettez-moi donc de, pardon, d'ouvrir ce document, voilà. Alors, je ne reviens pas sur le contenu qui devrait apparaître sur la page titre. On vous en a parlé abondamment. Par contre, si je fais défiler l'écran, alors dans votre thèse, il y aura bien sûr un résumé. Si je fais défiler l'écran, il y aura les remerciements. Il y aura la table des matières, très importante. On aura parfois une liste de tableaux, une liste de figures. Et finalement, avec la mention du chapitre 1, le début de texte de votre thèse. Alors, si je fais défiler l'écran du texte de la thèse comme tel, on voit qu'il y a des paragraphes ici et là. On voit qu'il y a des en-têtes, chapitre 1. Si je poursuis, il y a des images. Si je continue, il y a des tableaux. Chapitre 2, et dans chapitre 2, il y a différentes sections. Alors, on peut voir ici et là que notre document est bien organisé, clairement avec des en-têtes, chapitre 1, chapitre 2, des en-têtes pour des sections. Et pour faciliter la lecture ou pour faciliter la compréhension de l'organisation de votre texte, vous pouvez formater ces en-têtes de chapitres ou en-têtes de sections. Alors, quand je dis formater, ça veut dire quoi? C'est en fait qu'on va appliquer une police de caractère, la grandeur, si vous voulez appliquer caractère gras à l'entête, etc. Alors, si vous permettez, je vais
souligner avec la souris le chapitre 2 et remarquez dans le haut de la page, vous voyez ici le mot style. Alors, si je fais défiler les styles, on voit, ou si vous préférez, moi je préfère cliquer sur la petite flèche ici, on les voit défiler. On voit que pour le chapitre 2, cette en-tête, on a appliqué le formatage titre 1 et vous voyez ici qu'est-ce qu'on lui a appliqué. Alors, la grandeur des caractères, 12, 14, des paragraphes, etc. Donc, tout est affiché. Si je mets maintenant mon curseur, pardon, vis-à-vis le mot résumé, alors vous voyez maintenant, on lui a appliqué le formatage titre 2 qui est différent de formatage pour le titre 1. Alors, pourquoi je vous souligne ce fait de créer votre document avec des entêtes, des chapitres, des sections? Pourquoi c'est important? Alors, je l'ai déjà mentionné pour l'organisation de votre texte. C'est plus facile à comprendre où on s'en va, mais également ces entêtes et le formatage que vous lui avez appliqué à ces entêtes va être repris si jamais vous décidez de créer une table des matières automatique. Alors, aussitôt que vous travaillez votre texte, vous ajoutez un chapitre, vous ajoutez une section dans ce chapitre, tout ça est retravaillé dans votre table des matières et tout apparaît au bon endroit sous le bon formatage. Donc, tout ça est lié donc à l'organisation de votre texte et surtout à l'organisation de la table des matières. Euh, euh, Autre caractéristique, les paragraphes. Alors, pour les paragraphes, vous voyez ici, si je prends le paragraphe apparaissant sous résumé et celui sous introduction, vous pouvez également formater vos paragraphes. Alors, jouer avec l'espacement entre chacun d'entre eux. Alors, cette fois-ci, si vous voulez modifier vos espacements, vous devez regarder dans la section du haut de Word sous la section paragraphe et je clique sur la petite flèche. Alors, vous pouvez jouer avec l'espacement en indiquant que vous voulez plus, moins, et vous voyez dans le bas de l'écran sous la section aperçu comment vos choix vont être appliqués à votre texte. Vous pouvez ajouter de l'espacement avant le paragraphe, après. Vous pouvez jouer avec l'interligne si vous voulez, à interligne simple, 1.5, double, etc. Donc, tout ça se cache dans le haut de votre page, sous la section paragraphe, sous la section style. Si je fais défiler l'écran, alors on a vu qu'il y avait des images. Alors, en voici une. Alors, je vous rappelle, j'ai mentionné que c'était intéressant d'ajouter du texte alternatif à une image pour permettre au lecteur d'écran de donner une description de votre image. Alors, pour ajouter du texte alternatif, vous devez mettre votre souris sur l'image et faire un clic droit. Alors, des fois, voilà. Et aller cliquer sur Afficher le texte de remplacement qui apparaît à la droite. Et vous voyez que pour cette image, on a ajouté dans la boîte de recherche ici un texte très court, maximum une ou deux phrases décrivant l'image. Donc, un lecteur d'écran pourra donc décrire de façon utile ce texte ou cette image. Autre caractéristique qui a été mentionnée, c'est on veut, quand on a terminé notre texte, on a ajouté des caractéristiques. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'il y a des manques? Alors, on veut vérifier que notre niveau d'accessibilité est correct. Alors, comment on fait ça? Alors, pour ce faire, vous devez cliquer dans le haut de la page sur l'onglet Révision. Vous devez cliquer sur Vérifier l'accessibilité et encore une fois sur Vérifier l'accessibilité et vous venez de voir apparaître à la droite un rapport qui va indiquer s'il y a des manques ou quelques problèmes qui ont été détectés. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, mais vous pourriez en avoir. Et dernière chose que j'aimerais vous mentionner et qu'on a parlé au début de la présentation, c'est qu'il est intéressant de rendre votre document ou de le sauvegarder en format PDF accessible. Alors, comment on fait ça? Alors, c'est lorsque vous voulez sauvegarder votre fichier. Alors, vous cliquez sur Fichier, vous cliquez sur Enregistrer une copie. Alors, vous lui donnez un nom, mais cette fois-ci, au lieu de sauvegarder votre document en format Word,
vous allez choisir plutôt l'option PDF. Il y a un lien qui apparaît juste en dessous qui s'appelle Plus d'options. Alors, vous allez devoir cliquer sur ce lien. Vous vous rendez dans le bas de cet écran et vous cliquez sur le mot Options et vous vous rendez dans la partie du bas qui s'appelle Options PDF et vous vous assurez de sélectionner Compatible PDF A pour que vous sauvegardiez votre document en format PDF accessible. Alors voilà, ça termine ma partie sur l'accessibilité, le droit d'auteur et les licences Creative Commons. Alors, s'il y a des questions, gênez-vous pas, partagez-les dans le chat et on y répondra plus tard. Alors, je cède maintenant la parole à Liane qui va vous parler un peu plus en détail de la soumission comme telle de votre thèse dans Recherche UO. Liane. Merci, Nathalie. Juste un moment ici. Je vais partager mon écran. Wow. Et tu peux voir mon écran là avec le diapositive soumettre votre test? Oui, tout est beau. OK, parfait. Alors, une fois que vous avez préparé la test comme il faut en prenant les considérations des éléments mentionnés précédemment, c'est le temps de soumettre votre test à Recherche UO. Mais il y a un petit processus à suivre avant de franchir cette dernière étape. Et ceci est de faire une demande de service dans UOZone. Cette demande de service est l'attestation de la version finale de la test et ceci est une demande qui doit être approuvée par le superviseur de votre test ainsi que votre unité académique. Durant cette demande de service, vous pouvez aussi facultativement remplir un formulaire de demande d'embargo et l'attacher à la demande de service. Un embargo peut être mis sur une thèse pour en faire un délai de la publication publique du contenu du test pour une période de temps prédéfinie, alors de 6 mois, d'1 an, de 2 ans ou de 5 ans. Il y a aussi la possibilité en même temps de restreindre le résumé. Et cette demande d'embargo doit être approuvée par le superviseur et le directeur ou directrice du département. Les embargos ne peuvent pas être appliqués rétroactivement. Alors, si vous tentez de le faire, faites-le durant la demande de service parce qu'on ne peut pas les mettre après la publication en ligne. Une fois que tu as fait cette demande de service, s'il vous plaît, attendez la confirmation par courriel que vous pouvez soumettre votre test à Recherche UO. Comme je l'ai mentionné, l'attestation version finale doit être approuvée par votre superviseur, mais aussi par votre unité académique. Alors, si votre superviseur dit qu'il l'a approuvé, c'est pas nécessairement le cas que tu peux le soumettre à Recherche UO. S'il vous plaît, attendre le courriel. Voici un exemple du courriel que tu vas recevoir de la part de l'unité académique qui dit « Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de service a été approuvée et que vous pouvez maintenant la soumettre à Recherche UO. » Si vous n'attendez pas le courriel, votre test sera retourné avec un message qui dit « S'il vous plaît, attendre que vous avez l'autorisation de votre unité académique. » Une fois que vous avez reçu cette confirmation par courriel, vous pouvez accéder au site ruor.ua3.ca pour soumettre votre test. Ici, c'est juste une capture d'écran. Je vais passer à Recherche UO dans une minute, mais vous verrez qu'il y a une sorte de section de connexion et de soumission de votre test. OK, alors maintenant, je vais passer au site web Recherche UO.
Oh, non, c'est pas là. Un moment. Et voici. OK. Voilà où tu vas commencer votre soumission. Si on clique ici sur le bouton soumettre à votre test, on peut voir toutes les informations qu'on a couvertes aujourd'hui durant la session. Vous avez les liens pour la formulaire d'embargo et toutes les instructions pour préparer votre test, comme la pagination et le format de fichier et aussi notre guide sur l'accessibilité. Maintenant, je vais vous montrer comment soumettre votre test. Pour commencer, on va ouvrir une session et accéder à notre espace de travail. Tout d'abord, vous devez cliquer sur Ouvrir une session dans la partie droite ici du menu de la barre d'outils et puis on va connecter en utilisant notre identifiant de UO Accès. Alors, je vais cliquer sur Accéder là. Oh. Pour commencer, on a ouvrir une... OK, un moment juste là. Alors, ce sont les mêmes identifiants que vous utilisez pour les systèmes à l'Université d'Ottawa aussi. Quand vous commencez une nouvelle soumission ici, vous avez l'option de choisir une collection. Par défaut, c'est la collection de tests parce que c'est l'utilisation le plus fréquente de recherche UO. Ce n'est pas nécessaire de changer cette option-là. Cliquez donc sur Commencer. Et maintenant, tu vas décrire ton test. Alors, on commence avec notre nom de famille et puis notre prénom. Ensuite, on va mettre le test, le titre du test. Je m'excuse. Le titre du test. Ensuite, vous pouvez inscrire le résumé tant qu'il apparaître dans votre test. Et si vous voulez ajouter plus, vous pouvez ajouter juste un moment. Et ensuite, les mots-clés. Et si si vous voudrez ajouter plus de mots, tu peux cliquer sur Ajouter là. OK. Et ensuite, vous devrez remplir le nom de votre directeur ou directrice. Si vous avez plus d'un directeur ou directrice, vous pouvez cliquer sur Ajouter encore là. Ensuite, remplir votre faculté. Et département, je vais remplir avec ça. Et votre cycle, ici. Et ensuite, finalement, je vais assurer que la langue que je choisis la correcte langue et je vais cliquer Suivant. Ici, c'est l'écran d'embargo et comme j'ai mentionné, tu dois avoir l'approbation du directeur de test ainsi que la directeur du département. Si vous avez un embargo approuvé, vous pouvez sélectionner la date de fin de embargo. Ici, et cliquez Suivant. Comme nous l'avons mentionné précédemment, votre soumission de test doit être un seul fichier PDF. Cliquez sur Choisir un fichier et choisissez votre fichier de test. Un moment. Voilà. OK.
Vous avez aussi l'option de remplir la section description, mais c'est pas... OK, juste un moment. Oui. Mais c'est pas nécessaire si tu dois le remplir ici. Alors maintenant, je vais cliquer sur suivant. Et si vous avez encore plus de fichiers, les fichiers supplémentaires, c'est à ce point ici que vous pouvez les ajouter. Je n'ai pas dans ce cas-là, alors je vais cliquer sur suivant. Et ici, on peut vérifier si toutes nos données de soumission sont correctes. Si on trouve des erreurs, on peut retourner ici à la section précédemment et les modifier. Je vais cliquer sur suivant pour aller à la prochaine section. Et juste avant de déposer, on a l'option de choisir une licence Creative Commons. Comme nous l'avons déjà mentionné, vous avez la possibilité de choisir de mettre une licence Creative Commons sur votre test. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous choisissez de sélectionner une licence Creative Commons, vous devez sélectionner Creative Commons dans le menu déroulant ici. Et c'est ici, à cette étape-là, qu'on peut choisir le degré de restriction ou de tolérance dans la licence. Pour l'exemple, aujourd'hui, je vais choisir l'option la plus permissive qui consiste à autoriser les gens à faire un usage commercial de mon travail et à la modifier. Je vais cliquer ici sur « Suivant ». Et finalement, la dernière étape est de nous attribuer une licence non exclusive pour distribuer votre test en recherche UO et le transférer à la Bibliothèque et Archives Canada. Pour ceci, simplement lis cette section-là et puis au bas de la page, tu cliqueras sur « J'accepte ». Après accepter cette licence, votre soumission sera complète. Alors voilà le processus de soumission de recherche UO. Je vais retourner à mes diapositives un moment là. Alors, OK. Après la soumission, s'il vous plaît, suivre votre soumission. S'il y a des corrections à apporter, l'équipe de recherche UO vous contactera par courriel, par votre courriel UO que tu as utilisé pour soumettre votre test avec les détails de correction nécessaires. Vous pouvez effectuer ces corrections et ensuite télécharger le fichier corrigé. Si vous devez apporter des corrections à votre fichier de test, vous n'avez pas besoin de commencer une nouvelle soumission. Vous pouvez simplement vous connecter à votre espace de travail recherche UO et naviguer jusqu'à l'écran de téléchargement de fichiers que nous avons vu. Et de cette façon, vous pouvez simplement remplacer le fichier original par le fichier corrigé. Une fois que vous avez soumis un fichier qui répond à toutes les exigences de formatage, vous recevrez un courriel de recherche UO qui dit « Nous vous félicitons d'avoir accepté votre soumission ». Alors, vous obtiendrez une URL permanente et dans 24 heures, un DOI sera attribué à votre test. Alors, nous avons également de nombreuses ressources à partager avec nous. Les directives que j'ai mentionnées pour déposer votre test se trouvent sur le site Recherche UO, comme on a vu précédemment.
On a aussi le site du Bureau du droit d'auteur qui donne les plus amples renseignements sur les droits d'auteur de votre test et votre test. Le Bureau des études supérieures et postdoctorales nous donne une guide de ressources sur la préparation de votre test. Et finalement, on a des guides et des informations pour comment créer des documents, des sites web et des vidéos accessibles qui reviennent du carrefour d'accessibilité à l'université. Nous arrivons donc à la fin et nous tenons à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Il y a un lien pour l'enquête de rétroaction dans le chat. Je pense que je vais la remplir là. Et nous vous serions reconnaissants de prendre un moment pour le remplir. Nous allons maintenant arrêter l'enregistrement et commencer à répondre aux questions.